Sagesse de femme de Sue Petten-Thiel, section 2. Une femme peut aimer et être aimée. Autant l'égoïsme et la récrimination embrouillent l'esprit, autant l'amour et la joie qui en découlent rendent plus nette la vision. Helen Keller. Rien n'exige autant de courage que d'ouvrir son cœur aux risques inhérents à l'amour. Aimer, c'est se rendre accessible à l'autre, physiquement, émotivement, mentalement et spirituellement. Ce faisant, on expose sa vulnérabilité et on risque d'en souffrir. Les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes ou décevantes par exemple l'inceste ou l'abandon émotif, en croyant qu'il s'agissait d'amour, sont particulièrement craintives lorsque vient le temps d'aimer. Aimer les siens est l'une des activités où les femmes sont championnes. Mais sommes-nous capables de nous aimer nous-mêmes et de laisser les autres nous aimer? Pour se sentir digne d'être aimé, il faut que soit accompli le rétablissement affectif de l'enfant en nous. Les pages qui suivent seront axées sur le rétablissement affectif de l'enfant blessé qui nous habite, de sorte que nous puissions aimer et accepter d'être aimés de la bonne manière. Lorsque nous trouvons le courage de nous pencher sur notre passé afin que s'opère le processus du rétablissement affectif, ce qui s'avère souvent difficile, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de mieux nous aimer et de mieux aimer nos proches. Aimer et être aimé est à la fois notre droit et notre responsabilité. Aimer l'enfant en nous. Au moins une des participantes de notre théâtre intérieur est une enfant blessée, parfois timide, effrayée ou souffrante. Elle ne se sent aucun courage, aucune bravoure. La vie lui inspire de l'effroi. Chercher à nous lier d'amitié avec cette petite enfant et la sécuriser face au monde extérieur constitue une percée fondamentale vers notre liberté émotive et le rassemblement de notre courage. Le rétablissement affectif de cet enfant blessé rend à l'adulte le pouvoir d'aimer et d'être aimé. Il y a beaucoup d'avantages à reconnaître la présence de l'enfant en nous en lui offrant un cadeau. Par exemple, un ourson de peluche miniature. Laure possède un petit ourson de peluche bien douce. De prime abord, elle se trouvait ridicule d'admettre qu'elle, une adulte intelligente, possédait un toutou de peluche qu'elle serrait contre elle en s'endormant afin de parer aux situations stressantes. Lorsqu'elle eut le courage de donner à la petite fille en elle le réconfort qu'elle réclamait, elle s'est rendue compte que l'ourson symbolisait sa mère puisqu'il était toujours sur son lit pendant la phase terminale de la maladie qui l'avait emporté. Fermez les yeux pendant quelques minutes. Imaginez-vous dans un cadre enchanteur où vous seriez en sécurité. Invitez la fillette en vous à vous y rejoindre. Pour cela, visualisez une photo de vous enfant, un symbole vous représentant ou percevez simplement sa présence. Ce qui tient lieu d'image importe peu. Elle ne vous fera peut-être pas confiance de prime abord, alors soyez douce et laissez-lui le temps de se laisser amadouer. Parlez-lui, écoutez-la, serrez-la dans vos bras. Entourée de votre amour et de votre attention, confiante de votre acceptation, son cœur guérira. Affirmation. Je peux reconnaître que l'enfant en moi est aimable. L'enfant en moi mérite d'être accepté tant par moi-même que par mes proches. J'aime et j'accepte sans condition la petite fille en moi.
protéger l'enfant en nous. La plupart des querelles et des mésententes qui nous confrontent à quelqu'un proviennent des enfants carencés qui se trouvent en nous et non pas des adultes que nous semblons être. Au cours d'un atelier portant sur le concept de l'enfant intérieur, une femme de l'auditoire s'est écriée « Vous venez de sauver mon mariage. Je ne déteste pas mon mari, mais je hais et je crains le petit garçon détestable en lui. » Lorsqu'un enfant se montre déraisonnable, nous l'envoyons réfléchir dans sa chambre. Nous pouvons aussi le faire envers nous-mêmes. L'une de mes clientes, Élise, m'a confié « Je suis vraiment peinée quand j'entends mon mari me reprocher ma stupidité. » Elle n'avait cependant pas à l'entendre. En vérité, il eût mieux valu qu'elle ne l'entendît pas. Je l'ai amenée à reconnaître que lorsque son mari la rabrouait, c'était en fait le petit garçon en lui qui se mettait en colère. Elle n'avait qu'à quitter les lieux jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son sang-froid et que l'adulte ait repris le dessus. Le fait de rester là, à subir ses foudres, rouvrait les blessures affectives de la fillette en elle et attirait leur colère respective. Lorsque nous participons à un conflit enfantin et destructeur, il nous faut protéger à la fois l'enfant en nous-mêmes et l'enfant intérieur de notre opposant en s'éloignant l'un de l'autre et en reprenant la discussion en tant qu'adultes. Les conflits entre deux enfants dont l'affect est blessé ne mènent jamais à une meilleure compréhension mutuelle et n'améliorent jamais les liens entre les parties. Affirmation: j'aime et je respecte l'enfant en moi. Courageusement, j'assure la sécurité et la protection de l'enfant en moi. J'exprime mes sentiments de manière aimante et positive. Demandons à être réconfortés. Peu importe l'âge ou le degré de maturité, nous avons parfois besoin d'être dorlotés comme des enfants. 6 mois après le décès de ma mère, j'étais tracassée et frustrée à cause de pépins entourant la parution de mon premier livre. Afin de respecter un délai de la plus haute importance, il me fallait téléphoner au typographe. Je venais de composer un numéro à 9 chiffres lorsque soudain je me suis rendu compte que je téléphonais chez ma mère. En larmes, j'ai compris que la fillette en moi était désespérée et j'ai dit à mon mari: « J'ai environ 4 ans et je veux ma maman. Pourrais-tu me serrer très fort contre toi ?» Il me pressa contre sa poitrine et la petite fille de 4 ans pleura sa douleur. Lorsque l'enfant en nous se manifeste et demande du réconfort, nous devons nous adresser à quelqu'un qui réagisse avec amour. Nous devons préciser à cette personne que c'est l'enfant en nous qui a besoin de réconfort. Mon mari eut moins de mal à tenir dans ses bras une fillette de 4 ans qui sanglotait qu'il en aurait eu à consoler une adulte au bord de l'hystérie. Nous savons comment consoler les enfants et nous craignons moins leurs sentiments que ceux des adultes. Le fait d'habiter un corps adulte ne nous épargne pas des sentiments propres à l'enfance. Avoir le courage d'exprimer combien nous avons besoin d'être réconfortés nous aide à confronter nos émotions de façon plus efficace. Affirmation: je reconnais que l'enfant en moi a besoin d'être réconforté. Je m'accorde la permission de demander du réconfort. J'aime l'enfant en moi. S'aménager un cadre rassurant. Nous avons toutes besoin d'un refuge, d'un havre de paix où nous reposer et nous ressourcer, d'un sanctuaire né des mystères de notre imagination. Il peut s'agir d'un fabuleux jardin dans lequel nous nous entretenons avec un conseiller sage et aimant. Dans notre existence effrénée, il importe de nous aménager un tel sanctuaire, un endroit où nous trouvons le courage, la force et l'équilibre de vivre le quotidien de façon créatrice. Un jardin intérieur est souvent la meilleure source de réconfort. Fermez les yeux
imaginez-vous dans un jardin de rêve. Sentez-vous protégé par quelqu'un qui tient à vous. Si vous n'avez personne en tête, inventez quelqu'un. Reposez-vous dans ses bras. Précieuse petite fille, trouvant le réconfort dans sa chaleur humaine. Sentez combien vous êtes aimé et cultivez ce sentiment tout au long de la journée. Dès lors que nous avons une retraite intérieure, nous pouvons y retourner simplement en imaginant sa beauté et la paix qui y réside. Lorsque nous avons besoin d'être rassurés ou d'être apaisés, il suffit de nous rendre dans ce jardin et de nous ressourcer à même l'affection de notre gardien particulier. Affirmation : je suis aimé et protégé. Je ne cours aucun danger. J'utilise mon imagination pour aménager mon propre havre de paix. Faire d'abord le plein d'énergie. Nous savons à quel point le fait de donner augmente notre bien-être. Une étude scientifique démontre que le système immunitaire réagit favorablement lorsque nous venons en aide à quelqu'un et que ce processus peut s'enclencher simplement en visionnant un film montrant quelqu'un prêtant assistance à quelqu'un d'autre. Mais il est mal à propos de donner jusqu'à l'épuisant ou la privation. Le fait de donner sans commune mesure peut conduire à l'hostilité, au ressentiment, à la colère. Ici, le non-dit se traduit par « à présent, tu me possèdes ». Il ne s'agit plus d'amour, mais de troc. L'amour est un sentiment qui s'échange librement. Lorsque nous débordons de l'énergie qui vient du courage de veiller d'abord à nous-mêmes, nous offrons librement notre amour et notre affection, tels des cadeaux, sans rien attendre en retour. Notre raison nous dira qu'il est égoïste de penser d'abord à soi. Ce précepte va à l'encontre de la maxime qui préconise qu'il vaut mieux donner que de recevoir, surtout quand il s'agit des femmes. Il faut une grande somme de courage pour se rendre compte qu'il est essentiel de penser à soi. Et il en faut encore plus pour savoir comment y parvenir, surtout si nous avons l'habitude de veiller aux autres avant tout. Afin d'apprendre à vous ressourcer avant de vous donner, posez-vous ces questions et répondez-y par écrit. Qu'est-ce qui me ressource assez pour que je puisse aimer librement ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui m'aidera à faire le plein d'énergie ? Nous rendons autant service à ceux que nous aimons qu'à nous-mêmes lorsque nous avons le courage de refaire le plein d'énergie. Nous devons savoir clairement que pour aimer librement et gratuitement, nous devons avant tout veiller à notre propre ressourcement. Affirmation : je m'accorde la permission de faire le plein jusqu'au trop-plein. J'aime gratuitement et librement. Veiller à mon propre ressourcement est un acte d'amour envers moi-même. Le débordement affectif. Étant donné que nous n'avons pas l'habitude de nous consacrer du temps, il nous faut trouver des façons d'acquérir cette bonne habitude. C'est à l'âge de 59 ans qu'Eva décida que le temps était venu de vivre son adolescence. Aînée d'une famille d'origine allemande, plutôt vieux jeu, elle avait servi de servante et de mère suppléante sans le vouloir. Elle avait quitté le toit familial pour se marier et avait eu 6 enfants. Les responsabilités relevant de l'éducation d'une famille, de même que la maladie, les déménagements et le reste, l'avaient obligée à renoncer à ses propres aspirations. Elle avait tellement l'habitude de ne jamais penser à elle qu'aujourd'hui, à 72 ans, à 72 ans, elle doit se rappeler de le faire. Par exemple, elle s'inscrit à des cours de golf et paye d'avance ses leçons. Plusieurs d'entre nous sont dans la même situation qu'Eva.
Nous voulons nous ressourcer et nous défaire de fardeaux inutiles, mais nous ne savons pas comment faire. À cette fin, il est utile de dresser une liste de choses que nous apportent satisfaction et bonheur, amour et réconfort. Il faut ensuite s'assurer que toutes ces choses, activités, destinations, individus, etc., font partie de notre vie. Asseyez-vous dans un endroit paisible et fermez les yeux afin de vous absorber du sentiment que connaît quelqu'un qui reçoit. Imaginez un vase qui vous représente. Si le modèle qui vous vient à l'esprit ne vous plaît pas, changez-le simplement. À présent, imaginez que les choses énumérées sur la liste sont en train de se déverser dans ce vase. Si certaines choses refusent d'entrer dans le vase, écrivez dans votre journal pourquoi vous vous sentez indigne d'elles. Rassurez-vous, gentiment, et dites-vous que vous méritez d'obtenir ce que vous souhaitez. Et surtout, n'oubliez pas que l'on aime mieux les autres lorsque l'on s'aime mieux soi-même. Affirmation. Je laisse déborder le vase de mon existence. Je m'ouvre à toutes les bonnes choses que je peux recevoir. J'aime les autres inconditionnellement du fond de mon cœur. Apprendre à recevoir. Julie, une jeune femme brave et belle, est décédée depuis peu. Pendant de nombreux mois avant sa mort, un grand nombre de bénévoles fréquentant la même église qu'elle ont tenu bénévolement sa boutique de mode lorsqu'elle était trop souffrante pour le faire. Julie se plaisait à dire qu'elle avait vécu une belle existence et qu'elle était particulièrement fière d'avoir réussi à devenir boutiquière. En lui venant en aide, ses amis ont aidé Julie à réaliser son rêve. En retour, elle leur donna le sentiment d'être utile. Les femmes ont souvent du mal à y parvenir, mais il est des fois où il faut laisser à d'autres le soin de nous venir en aide et de nous aimer. Nous passons tant de temps à servir nos proches, à nous montrer utiles et à travailler, que nous oublions d'établir un équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Lorsque nous sommes tristes, bouleversés, dépressives ou malades, il importe que nous lancions un appel à l'aide et que nous réclamions ce dont nous avons besoin, même si cela nous effraie. Nous donnerons ainsi, à ceux qui nous aiment, l'occasion de nous aider et nous ferons le cadeau d'un soutien inestimable au moment où nous en avons besoin. Il devient plus facile de démêler nos sentiments lorsqu'on ne croit plus être seul au monde. Nous avons besoin du soutien d'autrui et nous le méritons. Affirmation. Je permets à autrui de me venir en aide. Je suis digne d'être aimé et soutenu. Je peux réclamer de l'aide et du soutien émotif. Pardonner pour notre propre bien. Chacune d'entre nous connaît au moins une personne à qui elle doit, pour son propre bien, pardonner quelque chose. Nul ne vit sans être blessé à un moment ou à un autre. Mais nourrir du ressentiment équivaut à bloquer le flot des bons sentiments et de l'amour qui émane de soi. Du point de vue étymologique, pardonner signifie retourner une faveur contre un mauvais usage. Patricia a connu l'importance du pardon lorsque son mari l'a quittée pour sa meilleure amie. Inutile d'insister, elle s'est sentie trahie par chacun d'eux. Pendant quelque temps, elle a laissé la haine l'envahir. Elle seule souffrait d'une angoisse insoutenable alors que les deux tourtereaux filaient le grand amour. Lorsqu'elle manifesta le courage de pardonner, d'abord à elle-même, d'avoir raté son mariage, puis à son mari, enfin à sa copine, un vent de changement a soufflé sur sa vie.
Tant qu'elle n'avait pas pardonné, elle demeurait entravée dans sa souffrance et ne pouvait voir l'amour et le soutien que lui témoignaient ses enfants, sa famille et ses amis. En accordant son pardon, Patricia put entamer sa guérison affective. Tant que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous sommes incapables de voir la beauté des choses et nous ne connaissons pas la paix intérieure. Ressasser continuellement nos peines, nos déceptions, nos ressentiments équivaut à porter un manteau d'hiver à Bali. Le pardon nous allège d'un poids inutile et nous permet de sentir la douce brise du large. Le pardon est un processus ponctué d'étapes qu'il faut suivre dans l'ordre indiqué. Notre premier acte de courage consiste à vouloir renoncer au mal qui nous a été fait, ce qui s'avère souvent très difficile. Toutes nos pensées doivent ensuite converger vers une véritable volonté de pardonner. Il ne sert à rien de prétendre vouloir pardonner à quelqu'un simplement parce qu'il le faudrait. Ce serait comme d'enrober une pomme pourrie de sucre d'orge. Nous devons d'abord activer la volonté de pardonner pour ensuite passer à l'acte. Affirmation. Je consens à avoir la volonté de pardonner un tel. Je consens à pardonner un tel. Je pardonne un tel. Ou alors, je consens à avoir la volonté de pardonner à une telle. Je consens à pardonner une telle. Et enfin, je pardonne une telle. Se pardonner à soi-même. Il est dans la nature humaine de poser certains gestes ou de dire certaines choses dont on souhaite par la suite s'absoudre. Michel, une jeune femme avec qui je travaillais, était depuis longtemps aux prises avec une relation amoureuse destructrice, fondée sur la dépendance affective. Elle mit fin à cette relation, mais à mesure que le temps passait, elle se sentait de plus en plus dévalorisée et n'avait plus le courage de lier une autre relation amoureuse, même si plusieurs jeunes hommes s'intéressaient à elle. Michel était dépressive, paralysée par le doute. Un jour, je lui ai demandé « Que se passerait-il si tu pardonnais d'être tombée amoureuse de Richard ?» Elle me regarda avec des yeux étonnés et fondit en larmes. L'idée ne lui était jamais venue de se pardonner, d'avoir commis l'erreur d'aimer ce type. Mais Michel, hélas, n'est pas la seule. Plusieurs femmes adoptent la règle d'or vis-à-vis de leurs proches, mais oublient de l'employer pour elles-mêmes. Nous agissons envers nous-mêmes comme nous ne le ferions jamais vis-à-vis d'autrui. Nous avons été programmés à pardonner aux autres et à croire qu'il faut avoir honte de nos propres actes. Tu devrais avoir honte, ma fille. Pas question de se pardonner soi-même. Il est pourtant vital de pouvoir se pardonner, car seul ce pardon peut nous permettre d'être nous-mêmes. Si nous ne nous pardonnons pas nos erreurs, nous nous passons une camisole de force émotionnelle et nous devenons des créatures craintives devant le risque, les gestes créateurs et les beaux sentiments. Amorçons ce processus en dressant une liste des choses dont nous voulons nous pardonner. Choisissez une chose et pendant une semaine, insérez-la dans la phrase ci-dessous. Procédez de même avec le reste de la liste. Être capable de se pardonner soi-même nous permet de mieux aimer autrui. Affirmation. Je suis digne d'être pardonné. Je m'aime et me pardonne comme je le ferais pour une chère amie. Je me pardonne totalement et sans réserve d'avoir 3 petits points. À vous de remplir la phrase. Ajoutez un soupçon de gentillesse.
Étant donné que nous sommes portés à croire que la gentillesse est rarement récompensée, nous avons du mal à nous ouvrir de crainte d'être blessés. Il faut du courage pour faire preuve de gentillesse lors de nos échanges sociaux, en particulier si nous en avons déjà souffert. Mais si nous gardons en tête que nos actions attirent des réactions similaires, nous aurons moins de mal à nous convaincre que la gentillesse est sécurisante. Nous avons toujours le choix de nos actions. Lorsque nous choisissons d'ajouter un soupçon de gentillesse à nos attitudes et à nos gestes, nous apportons de la joie et du réconfort non seulement aux autres mais à nous-mêmes. Un sourire et un mot gentil entraînent d'ordinaire un sourire et un mot gentil. Assurément, cela agrémente toute rencontre. La véritable gentillesse, non pas la gentillesse factice, motivée par la peur ou par un sentiment de culpabilité, reflète vraiment qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres d'amour. Choisir librement de penser, de parler et d'agir avec amour à partir du cœur même de ce que nous sommes crée un cercle d'amour, de gentillesse et de respect qui va s'élargissant à l'échelle de nos proches, de la ville, du monde. Il faut parfois une bonne dose de courage pour agir ainsi, mais choisir d'ajouter un soupçon de gentillesse à nos activités quotidiennes, c'est choisir de vivre dans une aura d'amour. La plus noble mission d'une femme n'est-elle pas de répandre l'amour autour d'elle ? Le meilleur endroit pour commencer est certes en nous-mêmes. Affirmation : je m'exprime dans l'amour et la gentillesse. Je peux être gentil et y prendre goût. Je témoigne de ce que je suis, un être d'amour. Aimer l'enfant qui sommeille en quelqu'un. Il arrive que l'enfant qui sommeille en quelqu'un nous traite très mal. Nous sommes alors tentés de réagir en fonction de l'enfant en nous et de nous montrer agressives et de nous comporter en victime. Étant donné que faire preuve de courage consiste également à faire ce qui est bien, même si la chose est difficile, il faut être courageuse pour demeurer aimante en présence de quelqu'un dont l'enfant intérieur est irritable. Le fils de Pénélope, quoique adulte, blâmait sa mère de son malheur. Après leur première conversation sur ses failles en tant que mère, elle était complètement démolie, tour à tour, enragée et affligée. Elle ne fermait pas l'œil de la nuit, et un gros ulcère se forma dans sa bouche. Puis, elle se mit à réconforter, à consoler la petite fille en elle qui consentait à porter le blâme des malheurs de son fils. Elle se rappela ses bonnes actions, ses bonnes paroles. Ainsi rassurée, elle fut en mesure de réagir au petit garçon qui sommeillait en son fils. Mise en présence des émotions brutes, enfantines de nos proches, nous avons tendance à leur lancer « Agis en adulte, voyons ». Mais nous devons voir au-delà des apparences et cerner l'enfant en ceux qui pleurent à chaudes larmes. Forte de ces connaissances, nous pouvons pourvoir aux besoins affectifs de cet enfant. Si l'autre nous empêche de pourvoir à ses besoins affectifs, nous pouvons à tout le moins témoigner de la compassion à l'endroit de l'enfant qui souffre en lui, plutôt que d'être intimidé ou culpabilisé par les apparences. Il est plus facile d'y parvenir si nous voyons en lui un enfant de 2 ans, non pas un adulte. Imaginer un enfant qui pleure sera moins intimidant et en conséquence nous serons suffisamment sécurisés pour mieux aimer encore. Affirmation : je vois et j'aime l'enfant qui sommeille en chacun. J'aime et je respecte l'enfant que je vois en chacun. J'écoute l'enfant qui sommeille en moi et en chacun.